Il était une fois un roi, Bébrix, soucieux de marier sa fille Pyrène. Il recevait régulièrement des prétendants sous son toit, mais aucun d'entre eux ne trouvait grâce aux yeux de Pyrène. Mais un jour, Bébrix apprit qu'un étranger fort entreprenant parcourait la région à grand fracas. Il venait de Grèce et avait sévi également au sud de la péninsule ibérique. Il avait pour nom Hercule et descendait de Zeus et d'une simple mortelle. Hercule avait été condamné par le roi Tyrinthe à réaliser 12 travaux pour expier le meurtre de son épouse et de ses enfants. Ayant accompli 9 des 12 travaux qui lui avaient été confiés, le beau et énergique jeune homme s'apprêtait à prendre d'assaut le géant Gérion, dont les agissements terrorisaient tout le pays. Ses exploits ayant fait le tour de la contrée, il ne tarda pas à recevoir une invitation du roi Brébix, qui ne pouvait contenir plus longtemps sa curiosité. Un grand festin est donné en sa faveur au château royal. Hercule s'y montre très aimable et assez différent de la réputation sulfureuse qui le précède. Il pose son regard sur cette jeune fille assise en face de lui. Il n'a jamais été attendri à ce point par le visage d'une femme, fût-elle fille de roi. Pyrène lit dans les yeux d'Hercule un sentiment identique à celui qu'elle éprouve au même instant. Ils n'échangent que des regards, mais déjà, ils savent. Dès lors, Hercule organise ses allées et venues pour séjourner le plus souvent possible au château. Bébrix est loin de s'en inquiéter. Mais la discrétion et le silence sont de mise. Les jeunes gens gardent le secret de leur amour. Les sujets du roi y vont de leurs spéculations. Ils voient bien que Pyrène est transfigurée et que le roi a mis fin aux visites des prétendants. Hélas, le jour arrive où Hercule doit reprendre la route et remplir ses obligations. D'abord en Ibérie, où sévit ce cuistre de Gérion, puis dans le jardin des Hespérides, où sont les pommes d'or, et enfin auprès de Cerbère qu'il doit enchaîner pour le bien de tous. Pyrène le comprend mais ne l'accepte pas. Son âme se refuse à laisser partir son amour. Sa raison n'est pas loin de vaciller. Son héros parti, Pyrène n'a plus de goût à rien. Les heures sont désolantes et les jours d'une vacuité insupportable. Elle ne peut que se remémorer sans cesse les derniers instants d'amour passés avec lui. Le souvenir de la dernière nuit s'est logé en elle sous la forme d'un enfant à naître. La chair d'Hercule est restée en elle pour l'empêcher de sombrer. Mais Pyrène ne peut se résoudre à avouer au roi son père qu'elle est enceinte de l'étranger qui n'a fait que passer. Elle décide de s'enfuir. Fille de roi habituée à la vie du palais, elle ne sait rien des champs ni des forêts. Elle ignore tout des brumes trompeuses qui peuvent envelopper en un instant tout ce monde moussu et impénétrable. Mais pour elle, l'exil vaut mieux que la honte, que le spectacle affligeant d'un père désespéré. Et maintenant, comment survivre dans cet univers obscur et déroutant? À qui demander de l'aide quand les privations deviendront insupportables? La mort sera ma délivrance, se dit-elle. Mais d'ici là, combien de souffrances, d'errements.
Tandis que Pirène envisage ainsi son triste destin, un froissement prolongé se fait entendre derrière elle. Elle sursaute. Des grognements épouvantables décuplent sa frayeur. Ces grondements sourds ne peuvent être que ceux d'un ours. La bête est là, au-dessus d'elle. Cette mort à laquelle Pirène songeait voici un instant, cette mort sauvage est là. Elle entend son souffle puissant, sa rage. Quelque chose d'irrésistible la pousse à s'enfuir. Elle ne le voudrait pas, car elle sait qu'elle va irriter la bête si elle tente de lui échapper. Mais l'envie de fuir est la plus forte. Et Pirène se met à courir. Elle trébuche, tombe sur un tronc couché, se relève, repart en courant, hors d'haleine. L'ours géant a gardé son allure. Il sait que de toute façon, elle ne peut lui échapper. Cela, Pirène le sait aussi. Et elle se laisse choir, comme si elle chargeait la bête de l'amener où elle doit être. Mais la bête agit selon sa nature et déchire le jeune corps de Pirène comme si elle lui enlevait, un à un, ses vêtements. Mais ce sont des vêtements de chair et de sang que l'ours prélève sur cette fille de roi, qui lance dans l'air un dernier cri si strident qu'il parvient à l'ouïe de son héros. La colère d'Hercule est à son comble. Sa douleur immense n'a d'égal que son désir de vengeance. Bondissant d'un lieu à un autre, il rassemble d'énormes rochers pour recouvrir le corps inanimé de Pirène. Toutes les autres créatures vivantes se sont enfuies. Hercule continue de construire pour Pirène le plus grand tombeau qu'on ait jamais vu sur terre. Il y jette des brassées entières de sapins, y met le feu, et entame une sorte de danse funèbre qui n'est pas très éloignée de la folie. Repose à jamais sous ces montagnes, ô Pirène, qu'elles t'appartiennent pour toujours, qu'elles demeurent le souvenir éternel de ta courte vie, en portant le nom même qui fut le tien sur cette terre, qu'elle se nomme Pyrénées. Comme une goutte d'eau. Je voudrais être goutte d'eau pour vivre près de vous là-haut, prisonnière de vos glaciers si beaux, où par nuit claire et bleutée les étoiles deviennent de glace dans des balais de voies lactées, entourées de cimes enneigées, mes tendres et belles Pyrénées. Je voudrais être goutte d'eau pour vivre près de vous là-haut, couché sur un lys martagon et dormir, qu'un doux rayon de soleil vienne me saisir, m'élever dans l'azur pour m'y blottir, admirer votre grand corps allongé entre le golfe de Gascogne et la belle Méditerranée, mes tendres et belles Pyrénées.